L'interview romaine, présentée par Cyprien Viette. Romilda Ferraoto, bonjour. Vous êtes consultante auprès de la direction du bureau de presse du Saint-Siège pour les médias francophones. La papauté vient de traverser des semaines historiques de la mort du pape François à l'élection du pape Léon XIV et à ses premiers pas actuellement. Quel a été précisément votre rôle pendant cette période charnière de l'histoire de l'Église ? Depuis la mort du pape François, mon activité principale a été d'aider la direction de la salle de presse du Saint-Siège à raconter aux journalistes ce qu'on pouvait raconter et à faire face aux nombreuses questions des journalistes qui nous arrivaient. Questions en tout genre, certaines très pratiques, comment ça se passe, à quelle heure, d'autres beaucoup plus poussées, plus approfondies, demandant un décryptage, des explications. Donc, j'ai assisté le directeur de la salle de presse du Saint-Siège avec les médias francophones qui venaient. Alors, on a vu une frénésie médiatique incroyable, même parfois un peu oppressante. Est-ce que néanmoins cet intérêt des médias montre, selon vous, la soif d'une voix prophétique qui puisse apporter un contrepoint à cette marche du monde parfois très, très violente et polarisée ? Est-ce que derrière cette excitation peut-être des médias, il n'y avait pas quelque chose de profondément encourageant et réconfortant dans le monde que nous vivons ? Oui, mais je dirais que tout d'abord, il y a toujours eu une fascination du monde entier, même dans une période de sécularisation, une fascination pour ce que représente la papauté et surtout dans les périodes comme celle que nous venons de vivre, le conclave en particulier avec le secret, la chapelle Sixtine, c'est quand même quelque chose qui attire énormément, qui suscite beaucoup d'intérêt. Cela dit, je suis persuadée qu'il y a dans certains pays actuellement, dans la société actuelle, un vrai besoin d'aller au-delà de ce que nous vivons tous les jours. Un besoin de pérennité, tout va très vite, mais le Vatican apparaît comme une institution presque immuable, même si les papes changent, évidemment, mais il y a quelque chose d'immuable, d'éternel, qui fascine l'homme actuel, et puis un besoin de transcendance. On a bien vu que pendant toute la période qui a précédé, et la période du conclave également, on a souvent évoqué l'action du Saint-Esprit. Ici, à Rome, on respire cette conviction que le Saint-Esprit est à l'œuvre, comme on dit, et donc les cardinaux, certes, ont fait leur choix. Ils ont écouté, ils ont parlé, ils ont échangé, mais ils savaient aussi qu'ils devaient écouter une voix qui était bien au-dessus de leur conciliabule, et c'est la voix du Saint-Esprit. En écho à ce que vous venez de dire, on a senti après le conclave les cardinaux choqués. On a senti qu'ils avaient vécu quelque chose d'extrêmement intense. Cette réalité spirituelle-là et sur le fait aussi que le pape n'est pas le successeur de François, mais le successeur de Pierre et qu'on remonte à 2000 ans d'histoire. Est-ce que c'est quelque chose qu'il est possible d'expliquer aux journalistes qui, par définition, se situent sur une autre temporalité? Comment relier ce temps long, ces 2000 ans, avec l'actualité immédiate? Quel langage trouver? Alors, c'est très difficile, je dirais presque impossible. L'avantage, cette fois-ci, c'est que beaucoup de cardinaux, surtout les plus jeunes, qui découvraient eux-mêmes l'expérience du conclave, qui ne l'avaient jamais vécu, ont parlé aux journalistes, ils ont témoigné. Donc, c'est beaucoup plus qu'une explication, c'est un récit, c'est un vécu. Et je dirais que c'est un héritage du pape François, puisque le pape François est allé chercher ses cardinaux partout dans le monde, et que beaucoup d'entre eux viennent d'un milieu très différent, donc ils étaient un peu plus décomplexés, disons. Et grâce à eux, je crois que beaucoup de journalistes ont compris ce qui s'était passé. Bien sûr, ils ont tous, ou presque tous, reconnu que les congrégations générales qui ont précédé le conclave et qui servent à le préparer, les avaient aidés à se faire une idée du profil qui était nécessaire pour l'Église aujourd'hui. Mais ils ont presque tous raconté que rien n'était complètement joué au moment de l'entrée dans la chapelle Sixtine. Et un autre aspect qui est très important, c'est que non seulement ils sont passés d'un lieu à un autre, mais d'un état d'esprit à un autre. Ils sont passés des congrégations où il fallait écouter les autres, se faire une idée, réfléchir, décider, à un moment liturgique. Et ils l'ont vraiment vécu et ils ont témoigné. Avant d'être en service ici au bureau de presse, vous avez plusieurs décennies de service à Radio Vatican au sein de la section française. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui vous a amené à rentrer au service
du pape Jean-Paul II à l'époque. Quels ont été vos premiers pas dans cette organisation qui peut-être pour vous aussi à l'époque vous semblait encore bien mystérieuse? J'y suis entrée par le plus grand des hasards. En fait, je ne l'avais pas prévu. Alors, je suis croyante. J'ai grandi dans une famille croyante. J'avais été éduquée à l'amour de l'Église, mais je ne pensais pas du tout travailler pour l'Église. Et en fait, je me suis trouvée là par hasard et tout s'est enchaîné. Je suis arrivée à un moment où Radio Vatican changeait un tout petit peu de style, grâce aussi au pontificat de Jean-Paul II, en s'ouvrant, disons, à l'actualité mondiale. Pendant très longtemps, Radio Vatican a été uniquement la voix du pape. Mais avec Jean-Paul II, le pape allait partout dans le monde et parlait de tout. Et il allait partout. Et ça, c'était nouveau. Et donc, Radio Vatican s'est aussi adapté à ce nouveau pontificat. Et donc, je suis entrée à ce moment-là. Et je dois dire que l'expérience a été extraordinaire, formidable, puisque pour une jeune femme qui n'avait pas du tout imaginé travailler dans ce milieu-là, c'était très enthousiasmant parce qu'il y avait ce pontificat éblouissant qui touchait tout le monde. Et la nouvelle formule Radio Vatican faisait appel à des jeunes pour parler un langage neuf, nouveau. Mais j'y suis restée aussi puisque Radio Vatican a toujours parlé en plusieurs langues, en doute. Et donc, c'était pour moi une ouverture sur le monde et sur l'Église universelle que je trouvais précieuse et que j'aurais pas trouvé ailleurs. Vous parliez des voyages de Jean-Paul II. Quels voyages avez-vous pu accompagner? Quels ont été vos souvenirs les plus marquants dans vos interactions avec ce pape qui a régné plus d'un quart de siècle? Je ne peux pas faire la liste des voyages que j'ai accompagnés, mais ils ont été très nombreux. Je dirais que parmi les voyages qui m'ont le plus touchée, je citerai la Colombie parce que c'était le premier à l'étranger. J'ai vraiment senti combien le voyage du pape avait d'impact sur les médias du monde entier, puisque le pape est accompagné de médias du monde entier, souvent 70. Donc, beaucoup de journalistes pouvaient voir ce qui se passait et raconter ce qui se passait. C'était mon premier voyage, donc ça m'a formée d'une certaine manière. Un autre voyage dont je garde un souvenir incroyable, c'est la République tchèque, immédiatement après la chute du régime communiste. Et là, j'ai eu la chance de rencontrer des prêtres qui avaient vécu dans la clandestinité. Et ça a été une expérience bouleversante. Et puis à un moment, spontanément, j'ai dit quelques mots. Et ils se sont tous tournés vers moi, ils sont venus vers moi, et ils m'ont dit « Radio Vatican en français ». Et j'ai découvert que ces prêtres se retrouvaient dans une cave, en cachette, et qu'ils écoutaient les journaux de Radio Vatican, en fait l'actualité internationale, surtout en français et en anglais, de langues que certains d'entre eux comprenaient, ils traduisaient pour les autres. Et alors ils écoutaient l'international. Et je leur ai demandé, mais comment vous étiez dans la clandestinité, vous auriez peut-être préféré entendre des émissions religieuses? Ils disaient, oui, oui, très bien, bien sûr, mais on voulait connaître la vérité, et vous disiez la vérité. Et ça, c'est une de mes plus belles expériences professionnelles. En 2005, Joseph Ratzinger a été élu pape sous le nom de Benoît XVI. C'était aussi un grand défenseur de la vérité avec qui les relations avec Radio Vatican étaient encore plus resserrées qu'à l'époque de Jean-Paul II. Comment avez-vous vécu ce pontificat de Benoît XVI qui lui-même avait travaillé avec Radio Vatican auparavant? Un vrai bonheur. D'abord parce que j'avais eu là aussi l'occasion évidemment d'interviewer le cardinal Ratzinger et j'avais découvert ce qui s'est confirmé sous son pontificat, sa très grande douceur, son intelligence d'une finesse incroyable. Et on se sent tout petit, on se sent minuscule et à la fois accueilli quand on a affaire à un homme de ce genre, d'une telle stature intellectuelle et humaine. Donc, quand le cardinal Ratzinger a été choisi, pour moi, c'était une joie. Son pontificat, à titre personnel, a été une joie permanente puisque tous les jours, j'étais appelée à lire tous ses discours. Je sortais tous les soirs de Radio Vatican enrichie. J'avais l'impression que tous les jours, j'étais plus riche de quelque chose parce que j'avais lu ses discours. J'avais l'impression de réussir à mieux cibler la vérité. Et donc, ça a été un bonheur, des années de bonheur. Le pontificat du pape François a apporté un autre rythme, une autre lecture des événements du monde. Comment Radio Vatican et l'appareil de communication du Saint-Siège s'est adapté à ce décentrement du pontificat? C'était un style totalement différent, bien sûr. C'était davantage dans l'improvisation, dans les phrases courtes, des phrases qui semblaient déjà adaptées aux réseaux sociaux.
puisque entre-temps, évidemment, entre le pontificat du pape Benoît XVI et le pontificat de François, il y a eu aussi une révolution technologique. On a commencé à travailler autrement aussi, indépendamment des pontificats. Il fallait aller vite. Alors, je dirais que la parole du pape François était plus facile à adapter aux exigences des réseaux sociaux que la parole de Benoît XVI, qui était exigeante. Il fallait relire et résumer. Benoît XVI n'était pas simple. Donc, c'était chaque fois un défi pour réussir à dire en 1 minute ce qu'il avait dit en plusieurs pages. Mais avec François, d'une certaine manière, c'était plus facile puisqu'on arrivait tout de suite à comprendre la phrase qui était pour lui essentielle. Donc, d'un côté, professionnellement, c'était plus facile. D'un autre côté, bien sûr, suivre un homme qui improvise beaucoup, qui est plus impulsif, qui a un langage plus accessible, plus simple, mais qui pouvait se prêter aussi à des interprétations différentes, c'était un vrai défi. Et donc, je dirais que c'était plus fatigant, même si, d'une certaine manière, c'était peut-être un peu plus facile dans le sens de la traduction, comment transmettre les messages du pape François à un large public. C'était plus facile qu'avec Benoît XVI ou même avec Jean-Paul II, certainement. Suivre son rythme, c'était épuisant. Alors avec ces premiers jours du pontificat de Léon XIV, ces premiers discours, on sent un rythme extrêmement différent, le retour peut-être à une parole plus rare, plus dosée. Est-ce que en soi, cette rareté de la parole est une leçon de communication en soi dans un monde saturé d'informations? Est-ce que cette parole rare mais porteuse de sens peut apporter un contre-feu par rapport à toute cette frénésie médiatique dans laquelle on vit? Alors votre question touche une corde sensible. Je suis personnellement, à mon âge, donc après plus de 40 ans de métier, je m'inquiète du brouhaha généralisé. Alors les médias ont toujours eu le besoin et la vocation d'attirer l'attention. Ça a toujours existé. Mais aujourd'hui, la technologie, c'est que tout cela est multiplié par 10, 100, 1000, 1 million. Et donc, ça fait tour de Babel, ça fait brouhaha, ça fait beaucoup de bruit. C'est ennuyeux pour beaucoup de messages, mais ça l'est encore plus pour le message de l'Église qui nécessite un approfondissement, une intériorisation, le besoin de mettre en soi le message qu'on entend. Et donc, je trouve que effectivement aujourd'hui, un message peut se distinguer par sa rareté. Alors, il est trop tôt, bien sûr, pour analyser les différentes facettes de ce pontificat qui vient de commencer. Mais quand j'ai vu le pape Léon XIV lire un texte où chaque mot semblait choisi et chaque mot était un signal précis. Ça m'a, professionnellement, en tant que journaliste, fait beaucoup de bien. Et alors, certains m'ont dit c'était un peu long. Ils lisaient. Aujourd'hui, quand c'est long, c'est pas bien. Quand on lit, c'est pas bien. Eh ben non, c'est pas vrai. La preuve, c'est que les articles qui ont suivi, je dois dire qu'ils étaient justes. Les journalistes, même ceux qui n'ont pas l'habitude de couvrir le Vatican, ont compris. Ils ont compris un message un peu long et un message lu. Ce qui veut dire que parfois, on a des schémas qui sont pas aussi incontournables qu'on voudrait le croire. L'interview romaine, présentée par Cyprien Viette.